fait d'accord avec François Bayrou que l'Europe, c'est la meilleure garantie pour garantir cette diversité d'identité que chacun a à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'on a différentes identités. Européens, Belges, Flamands, Gantois, cyclistes, buveurs de vin, je parle moi-même pour le moment, donc soyez rassurés, pas de François. François est le seul des hommes politiques français candidats à la présidentielle à avouer qu'il boit du vin et qu'il aime ça. Ah, voilà. Mais je crois en effet que c'est important de garder ces différentes identités et de laisser la possibilité aux citoyens de choisir leur propre identité. Et que ce n'est pas à la politique, à une tendance politique identitaire, d'imposer par l'action politique une identité aux gens. Et c'est ça qui a mené à tous les malheurs, à toutes les tragédies du passé. Et finalement, je vais aussi dire, François, que c'est la première fois que je participe à un événement du mouvement démocrate, et je peux quand même témoigner que c'est une audience très pro-européen, et ça fait du bien d'en entendre ici en France. Quel est le rôle que l'Europe veut encore jouer dans ce monde multipolaire dont on peut dire que ce sont tous des empires qui sont créés, l'empire américain, l'empire russe, l'empire chinois, l'empire indien et, pour vadis, l'empire européen. Pour être un empire européen, naturellement, il faut quelque chose d'autre que ce qu'on a aujourd'hui, que les conclusions des différents conseils européens, qui se répètent toujours. D'abord par la longueur des conclusions, et puis par la vagueté du contenu. Moi, je pense vraiment que ratification ou pas ratification du traité de Lisbonne, il faut déjà commencer à préparer l'avenir. Comment, en fait, construire un empire européen qui est capable d'être une puissance, une autre puissance que les autres, démocratique, au niveau mondial. Quelles sont les différentes étapes qu'il faut parcourir pour y arriver, et où on va trouver le courage chez nos leaders politiques pour les réaliser, parce que ça c'est le problème le plus important pour le moment, c'est l'audace des hommes politiques au niveau européen de proposer ces choses. Mais je crois qu'il faut d'abord organiser les ressources propres de l'Union européenne. Comment on peut vraiment croire qu'il existe une démocratie, une citoyenneté européenne si on ne paie pas de taxes à cette instance? Et qu'on peut dire à nos représentants ce qu'on veut avec ça. En tout cas, ça vaut dans les deux sens. Pas de taxation, pas de représentation, pas de représentation, pas de taxation. En fait, c'est ça la base de la démocratie. Eh bien, on ne la connaît pas au niveau européen. Au niveau européen, c'est quoi les perspectives financières? C'est des contributions au niveau national. Ce sont les différents États-nations qui veulent avoir le plus de fric du paquet européen, du budget européen. Deuxième chose qui est importante, c'est la défense européenne. La défense européenne, on a cité les chiffres, je vais y ajouter quelques éléments, c'est le montant dépensé par la 27 de l'Union européenne est environ, et pas 50%, mais quand même presque la moitié des dépenses américaines. Ça, c'est l'input. Alors maintenant, voyons l'output. Ça, l'efficacité de la défense européenne, c'est 10% de l'efficacité américaine. Et pourquoi? Parce qu'il y a duplication. Il y a duplication partout. Et la seule possibilité, c'est vraiment d'aller de l'avant avec l'idée qui était une idée du Premier ministre français du temps, la communauté de défense européenne. Pas contre les Américains, pas contre l'Alliance Atlantique, parce qu'on peut faire de cette défense européenne aussi le pilier de l'Alliance Atlantique en même temps. Ça, c'est la deuxième chose à organiser pour être crédible au niveau mondial. Et la troisième chose qu'il faut, selon moi, essayer de réaliser, c'est abolir quelque chose qui n'existe naturellement nulle part, c'est la règle de l'unanimité. La règle de l'unanimité qui est de la foutaise, naturellement, surtout si on est déjà 27, et si demain on va être plus de 30 États membres, c'est évident, tous les pays du Balkan vont entrer. C'est la meilleure chose à faire qu'ils entrent. C'est beaucoup mieux de les faire entrer dans l'Union européenne que de stationner des soldats et des militaires là-bas. Et finalement, dernière chose, parce que Hubert Védrine a tout à fait raison quand il dit ouais, on va pas recommencer à parler d'institutionnel encore en 10
10 ans après la ratification du traité de Lisbonne, on n'a pas besoin de beaucoup de choses au niveau institutionnel. On a besoin surtout de volonté politique et deuxièmement de ce qu'on appelle des coopérations renforcées à l'intérieur ou à l'extérieur du traité. Je m'en fous carrément. Ce qui est important, c'est qu'on organise ces coopérations renforcées. Une fois que l'Eurogroupe avance, une fois que l'Eurogroupe est une vraie, je dirais, organisation politique qui décide des problèmes socio-économiques en Europe, à ce moment-là, les Britanniques vont se jeter dedans et vont laisser tomber la livre sterling. Voilà les 4 mesures, selon moi, à prendre. Et pour ça, il ne faut pas dire oui ou non à Lisbonne. Il faut la ratification, naturellement, du traité de Lisbonne. Mais il faut bien aussi travailler aux autres grands chantiers au niveau européen qui sont si nécessaires si on veut avoir et si on veut vivre dans l'avenir dans un empire européen digne de ce nom. Merci. J'espère que vous n'avez pas trop souffert du soleil. Maintenant, allons déjeuner. Merci, bravo. Partager la même vision d'Europe que François Bayrou. Oui, tous les deux, on est aussi dans le même groupe au niveau du Parlement européen. Je crois que c'est le seul groupe qui, d'une manière, je dirais, d'une manière conséquente, défend les thèses pro-européennes. C'est tout à fait nécessaire. N'oubliez pas de ramasser vos gobelets. Merci. Allez,